à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours ici à Chambretot, au cœur du Ludilab de la Silicon Vendée pour l'Exploratorium, cet événement inédit, exclusif, lancé hier et que nous poursuivons avec une énergie folle et des interventions de haut vol. Il est 17h30 et nous nous apprêtons à parler du monde d'après, celui dans lequel nous serions entrés depuis le 16 mars, en tout cas depuis le moment où le confinement en France a débuté. On a commencé à parler de ce monde d'après et pourtant les choses ne sont évidemment pas si marquées. Certains parmi les personnes que nous allons entendre travaillent depuis des années à ce que l'on nomme un changement de paradigme sur cette question avec tous les indicateurs qui seraient réunis depuis plusieurs années. Un paradigme, c'est un modèle, une façon de voir le monde. Nul doute qu'il y a en cette année 2020 un sacré changement dans l'air. Alors on va prendre le temps d'écouter d'abord Marc Halévy, philosophe et physicien, spécialiste de la complexité. Ça tombe bien, vous serez rentré dans une période particulièrement complexe. Connecté à nous à distance, il va nous plonger dans le sujet, la réflexion, avant de décliner ce nouveau paradigme dans le monde professionnel sur ce territoire avec nos trois intervenants que j'aurai le plaisir de vous présenter. Je suis toujours accompagnée d'Alex. Alex qui compile vos commentaires, vos réactions. Alors là, il n'y a pas mieux comme mot qui compile effectivement, puisque ça tombe en temps réel, que vous soyez sur la télé de Cholet ou en direct sur YouTube. En tout cas, il faut être sur le site siliconvendée.com pour poser vos questions à nos experts. Et ça démarre maintenant. Vite, vos questions, siliconvendée.com. Et on retrouve Marc. Marc qui est connecté à nous. Bonjour Marc. Bonjour Cécile, comment tu vas ? Ben, ça va bien, ça fait plaisir de se retrouver. Alors, on est parti pour le monde d'après ? Il me semblerait que oui, peut-être. J'espère en tout cas. Oui, parce que en fait, Marc l'annonce depuis longtemps, ce monde d'après. En fait, avant même qu'on commence à en parler vraiment. Donc, ça tombe bien. Finalement, il va pouvoir nous donner des infos super intéressantes de prospective. Marc, on te laisse lancer cette table ronde. Ah ben écoute, merci Cécile. Je crois que ce qu'il faudrait voir peut-être à l'écran, je ne sais pas comment Pierre-Marie s'est arrangé, mais je lui ai envoyé une diapositive et j'aimerais bien que tout le monde puisse la voir. Est-ce que c'est jouable ça ? Oh, je pense que ça va être jouable parce que tout est possible ici au Ludilab. C'est comme ça que ça fonctionne depuis hier. Donc on devrait pouvoir la diffuser, mais on va quand même continuer à échanger. Bon, je commence sans alors. En gros, voilà. L'idée d'un changement de paradigme, c'est quelque chose qui est pas nouveau, c'est connu, et ça arrive à peu près tous les 550 ans. Donc, ce que nous vivons maintenant, ça a été déjà vécu il y a, voilà, mon petit schéma est là, c'est bien. Ça a déjà été vécu de nombreuses fois, notamment à la Renaissance, quand on est passé de la féodalité à la modernité, notamment à la fin du rêve carolingien, où on est passé du haut Moyen-Âge au bas Moyen-Âge, notamment à la fin de l'Empire romain, où on est passé de cette vision romaine de l'ordre vers quelque chose qui s'est appelé le haut Moyen-Âge, et avant ça, l'effondrement des cités grecques devant l'invasion des Romains. Donc tous les 550 ans, que ce soit en Europe, en Chine ou ou en Inde ou dans d'autres civilisations, mais c'est surtout ces trois-là que nous avons étudiés de près. Tous les 550 ans, on change de paradigme. Et ma chère Cécile, tu as très très bien résumé ce qu'est un paradigme. C'est effectivement un modèle avec une dizaine de mots-clés qui représentent la manière dont on fonctionne à un moment donné. Ce sont les points forts, les piliers sur lesquels une société se construit à un moment donné. Si on parle de nous, on parlerait probablement de démocratie, d'économie semi-libérale, de droits de l'homme, enfin ce genre de choses. Donc voilà. On a bien compris que la vie à Athènes, du temps de Socrate, la vie du Moyen-Âge, du temps du Guéclin et la vie de maintenant, c'est pas du tout le même paradigme, c'est pas la même société. Et donc, autrement dit, nous sommes en train aujourd'hui de finir le paradigme de la modernité, de rentrer dans un nouveau paradigme qui reste à inventer. Et donc, le petit schéma que vous avez probablement sous les yeux et que vous voyez peut-être, ce petit schéma montre en fait trois éléments qu'il faut extrêmement bien comprendre. Le premier élément, c'est la courbe rouge qui est déclinante. Elle est rouge, pourquoi ? Parce que ça veut juste dire feu rouge, ça s'arrête. Il y a
c'est donc la fin, c'est le déclin et la fin, l'effondrement, diraient les calopsologues, l'effondrement du paradigme d'avant, c'est-à-dire le paradigme de la modernité qui est né à la Renaissance. Et puis il y a la courbe verte qui est montante, elle. Cette courbe, elle est verte, pourquoi? Parce que feu vert pour l'avenir. Et ça, c'est la montée en puissance du nouveau paradigme qui nous reste à inventer, qui se fera pas tout seul et qui dépend de nous et du travail que nous ferons et de l'intelligence que nous y mettrons. Donc voilà. Ça, ce sont les deux courbes. Vous voyez que ces courbes se croisent à un endroit plutôt brunâtre sur le petit dessin. Eh bien, cette zone de croisement, on est probablement tout à fait dedans maintenant. Et on va en parler de là tout de suite, notamment du coronavirus, qui n'est jamais qu'un des très 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 multiples indices qu'il y a, que nous sommes au croisement des chemins. Et autour de ce point de croisement, il y a une zone bleuâtre qui en fait, dans la spécialité qui est la mienne, c'est la physique des processus complexes. Et Dieu sait, bon Dieu, si le système socio-économique humain est un système hyper complexe, l'évolution des systèmes complexes connaît ce genre de bifurcation, c'est le mot technique. Et dans la zone de bifurcation, il y a ce qu'on appelle une zone de chaotisation. Et alors là, on est en plein dedans. Et on est en plein dedans depuis un bon bout de temps, dans la mesure où, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le paradigme d'avant avait mis en place, et c'est vrai pour ce qui concerne la modernité, entre 1500 et 1550, a mis en place un certain nombre d'institutions de pouvoir pour réguler et pérenniser son évolution. Et c'est quoi tout ça? C'est les institutions étatiques, les institutions bancaires, les institutions boursières, les institutions patronales, les institutions syndicales, les institutions académiques et les institutions médiatiques, qui sont toutes nées, je le répète, entre 1500 et 1550. Eh bien, toutes ces institutions-là qui sont censées assurer la pérennité de leur paradigme sont aujourd'hui en situation de faiblesse et ne sont plus capables d'assumer le changement de complexité du monde qui nous entoure. Donc, ce que je crois essentiel de bien comprendre, c'est que dès le moment où les instruments de régulation ne font plus leur boulot, on rentre dans ce qu'on appelle une zone de chaotisation. Et des manifestations de cette chaotisation, il y en a énormément. Il y en a énormément. Par exemple, le dérèglement climatique, c'en est un. La dérégulation océanique, c'en est un autre. Évidemment, les perturbations liées à toutes les pollutions, c'en est un troisième. Donc, par rapport l'effondrement de la biodiversité, en est un quatrième. Et on peut en trouver tout plein comme ça à l'extérieur. La pénurisation des ressources, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a du côté intérieur, maintenant du système humain proprement dit, nous sommes aussi en pleine zone de chaotisation. Et nous sommes là avec des évolutions géopolitiques complètement aberrantes, complètement absurdes. La guerre, on est dans la guerre des normes, la guerre des technologies, la guerre des marchés. On n'est pas du tout dans une zone calme et tranquille et structurée. On est, pardonnez-moi l'expression, on est en plein bordel mondial pour l'instant. Et ça, ça se répercute sur des tas de choses, et notamment la pandémie qui vient de nous toucher. La pandémie qui vient de nous toucher, c'est pas un mystère, c'est pas la première. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des pandémies bien plus graves que ça en 1957, en 1969, et l'Ebola et le SIDA. Mais tout ça, ça vient de quoi? C'est une raison extrêmement simple, c'est qu'en détruisant les écosystèmes, on détruit la relation ancienne et forte entre les virus qui ont besoin d'un animal pour se reproduire et les animaux porteurs qui sont habitués à eux et qui les gênent plus du tout. Dès le moment où les écosystèmes sont détruits, les animaux porteurs sont plus là, et puis les virus qui n'ont pas du tout envie de se laisser crever, ils cherchent un nouveau porteur. Et par définition, ils choisissent le porteur le plus faible, le moins immunisé, et ça c'est l'homme, pas de peau, c'est nous. Donc on est tellement dans une civilisation d'hygiénisme extrêmement poussé qu'on devient extrêmement fragile par rapport à ces virus qui cherchent de nouveaux porteurs. Donc voilà, l'explication elle est là. Donc la pandémie actuelle n'est jamais qu'une des pandémies d'une longue série, et c'est pas la dernière, je peux vous assurer. Donc il y a clairement là quelque chose qui est une conséquence du second degré de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la destruction
fondamentale de tous les éléments de régulation de ce monde qui s'appelle la Terre, avec les humains et la nature qui est autour. Donc, on est en train de délirer complètement. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, maintenant, pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, parce que je sais que le temps m'est compté, et je sais que Cécile, est extrêmement attentive à son chronomètre. Hein, donc, il faut absolument que je puisse répondre à deux types de questions. La première question, c'est mais qu'est-ce qui se passe qui fait que cet ancien paradigme, donc celui de la modernité, est en train de s'effondrer, et quelles sont les réponses que le nouveau paradigme devra donner pour se donner une chance de construire un autre mode de fonctionnement. Alors, il y a un modèle que je vais pas vous expliquer parce que c'est de la théorie de physique fondamentale. Je pense pas que ça va vous passionner. Mais en gros, pour décrire un processus quel qu'il soit, il faut 5 dimensions. Ben, je vais explorer ces 5 dimensions très rapidement. Première dimension, un système ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner, ne peut pas survivre s'il ne peut pas puiser à l'extérieur de lui les ressources dont il a besoin pour vivre. On a tous besoin d'oxygène pour respirer, de boissons pour s'hydrater, de nourriture pour s'alimenter, etc., etc. Ben, on a des systèmes comme les autres. Ben, le système socio-économique humain, c'est la même chose. Il a besoin de ressources. Et le problème est que nous avons d'un côté une demande en ressources qui est explosive et qui est évidemment corrélée à la démographie humaine. Plus il y a d'êtres humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. Ça va de soi. Je me permets de vous rappeler quelques chiffres quand même. C'est que à la naissance du petit Jésus, on était peut-être 200 ou 300 millions sur Terre. En 1800, on était 1 milliard. En 1900, on était 1,7 milliard. On a passé le cap des 2 milliards en 1926. On est arrivé à 6 milliards en 2000, on est à 7 milliards et demi maintenant, et on sera à 10 milliards en 2050. Moi, j'appelle ça, comme je suis un mathématicien très doué, j'appelle ça une exponentielle vachement croissante. Et trop vachement croissante. Donc, on a une demande qui est terrible. Et en face de ça, ben, il y a la capacité d'offre en ressources qui ne fait que diminuer. Forcément, les ressources, c'est deux types, les ressources renouvelables, les ressources non renouvelables. Eh bien, les ressources non renouvelables, aujourd'hui, elles peuvent satisfaire, et encore, il faudrait mettre plein de bémols à ça, peuvent satisfaire en gros 15% des besoins de l'humanité. Et pour le reste, c'est-à-dire 85%, ben il y a que les ressources non renouvelables qui, par définition, c'est la mauvaise nouvelle du jour, ne se renouvellent pas. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'on puise dans le réservoir, il y en a de moins en moins dans le réservoir baisse, et un jour ou d'autre, il n'y en aura plus du tout. Donc, on est bien devant quelque chose là qui est absolument inexorable. Donc, autrement dit, nous sommes avec une demande croissante et nous sommes avec une offre qui est décroissante. Ces deux courbes se croisent à un moment donné. Le point de croisement, c'est ce qu'on appelle en anglais le peak point, hein, donc le versant d'un côté qui monte et le versant de l'autre côté qui diminue. Eh ben, le peak point, il est en gros vers l'an 2000. Donc, autrement dit, nous ne sommes plus dans une situation d'abondance où la demande était inférieure à l'offre. Nous sommes déjà aujourd'hui dans une situation de pénurisation où définitivement, avec les données actuelles, nous sommes devant une offre qui est définitivement inférieure à la demande. Donc nous sommes déjà maintenant dans une situation de pénurie. Que faut-il faire sous la courbe verte pour répondre à cette pénurisation? Il y a un premier mot magique qui est le mot frugalité. Le mot frugalité, ça veut dire quoi? C'est pas une insulte, c'est pas quelque chose d'insupportable. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement comment faire moins mais mieux. C'est-à-dire passer par le moins, c'est-à-dire le côté quantitatif des choses, au mieux qui est le côté qualitatif des choses. Comment on peut faire dans tout ce que nous faisons pour faire moins mais mieux? Comment faire pour se concentrer sur ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui est nécessaire? Comment faire pour évacuer ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire tout le superflu qui sont autant de chaînes et de boulets que nous traînons derrière nous. Donc on est là devant un vrai problème et le coronavirus a eu cette vertu, si je puis lui en donner une, c'est de montrer un peu partout qu'il y a des tas de choses dont on peut se passer et qu'on croyait absolument indispensable il y a 6 mois. Et là maintenant on se dit, ben dans le fond, pourquoi j'étais con à ce point-là de dépenser tant d'argent et tant de temps et tant d'énergie pour des trucs qui servent strictement à rien. Voilà, ça c'est ça la bonne idée. C'est la frugalité, c'est se passer de ce qui n'est pas vraiment utile et d'avoir du temps, de l'énergie et aussi de l'argent pour faire les choses qui sont vraiment nécessaires.
Alors, la deuxième rupture, ben ça, on en est la preuve vivante ce soir, c'est que nous sommes plus du tout dans des technologies mécaniques, nous sommes passés dans des technologies numériques. Alors, les technologies numériques, c'est quelque chose qui est un défi fabuleux. Ça a été une vitesse folle. Je rappelle quand même que le début de l'informatisation des entreprises, c'est vers 1974-1975. Hein, donc, c'est juste hier matin. Hein, et que ça a été une vitesse absolument folle. Et nous sommes en train, et là, je vais peut-être chagriner l'un ou l'autre, mais nous sommes en train, en fait, d'essuyer les maladies infantiles de la numérisation du monde. Les maladies infantiles, c'est par exemple tout ce qui est ludique, tout ce qui nous est vendu par les GAFA, et qui, je tiens à insister, ne servent strictement à rien. Facebook, ça sert à rien. Instagram, ça sert à rien. Netflix, ça sert à rien. C'est marrant, c'est amusant, mais ça n'a aucune valeur d'utilité économique. Donc c'est pas là que se trouve l'avenir du numérique. L'avenir du numérique, il se trouve dans la robotisation d'une part et dans l'algorithmisation d'autre part, qui touche directement les métiers de toutes les entreprises. Et là, on est vraiment dans quelque chose de fabuleux. Parce que là encore, le coronavirus a eu cette vertu de révélation, c'est-à-dire qu'on sait une chose simple, c'est que dans les processus de production, les processus de fabrication, eh bien, un robot, ça tombe pas malade. Et il peut y avoir autant de virus qu'on veut, eh ben, il n'est pas confiné. Et lui, il continue à bosser, et il continuera à bosser 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que très clairement, nous sommes en train aujourd'hui de vivre une vague de robotisation qui, dans 15 ans, va faire que 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains vont l'être par des robots. Et qu'il faut que toutes les entreprises qui nous écoutent là, y pensent tout de suite, demain matin. Il y a 3 questions qui se posent. Qu'est-ce qui est robotisable? Parce que tout ce qui est robotisable sera robotisé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. 2, c'est comment je vais financer ma robotisation. 3, comment je vais faire pour inventer de nouveaux métiers pour les gars qui aujourd'hui vont être remplacés demain par des robots. Donc il y a là les 3 grandes questions que toutes les entreprises doivent se poser demain matin. Et c'est la même chose pour l'algorithmisation. L'algorithmisation, c'est en fait remplacer un certain nombre de fonctions intellectuelles par des algorithmes qui font ça pas beaucoup mieux, mais certainement beaucoup plus vite, avec des plus grandes masses. Parce que là, je tiens à rompre une lance, excusez-moi. Je tiens à rompre une lance, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Un ordinateur, c'est une machine la plus stupide du monde qui est électromécanique. La seule chose qu'elle sait faire, c'est ajouter des 0 et des 1, et rien d'autre. Mais elle le fait selon un certain ordre qui s'appelle un programme ou un algorithme, et cet algorithme ou ce programme, c'est de l'intelligence humaine et rien que de l'intelligence humaine. Donc une fois pour toutes, je pense qu'il faut balayer la notion d'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il faut juste parler d'intelligence humaine amplifiée ou augmentée, mais certainement pas artificielle. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Donc l'algorithmisation, elle est en cours et elle va aussi faire déplacer le centre de gravité des activités humaines. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, qu'est sur la courbe verte, on va faire quoi de ce grand chamboulement au niveau technologique? Simplement devenir intelligent. C'est-à-dire se rendre compte que finalement, il faut pratiquer des choses simples, des règles simples. Alors j'en donne 3. La première, c'est qu'il faut que la technologie reste définitivement l'esclave de l'homme et pas l'inverse. Or, ceux qui, parmi vous, ont un téléphone portable, ferait bien de se poser la question s'ils ne sont pas de temps en temps esclaves de leur téléphone portable. La deuxième chose, c'est qu'il faut n'accepter dans son monde, que ce soit une entreprise ou sa vie à soi, de n'accepter dans son monde que les applications qui sont vraiment utiles, c'est-à-dire de pratiquer la frugalité technologique et non pas la pléthore technologique. Et la troisième idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des technologies incroyables qui fonctionnent, plus ou moins bien d'ailleurs, mais qui fonctionnent. Il y en a trop, et que ce que nous avons, c'est les technologies, mais on n'a pas les méthodologies qui vont avec pour les utiliser convenablement. Donc, il faut rentrer dans une intelligence technologique qui est le deuxième mot-clé, mot magique de la courbe verte. Troisième, celle-là, elle est connue, très connue même, mais ça vaut la peine de réinsister. Le modèle organisationnel des humains
depuis très très longtemps, et moi qui vis dans la grande ruralité du Morvan, ben, je peux vous assurer que dans la prairie en face là, de chez moi, là où je regarde, là, ben, les vaches sont organisées de manière tout à fait pyramidale et hiérarchique, comme les poules de mon poulailler, elles sont aussi organisées de manière pyramidale hiérarchique. Et ben, les hommes ont choisi depuis très longtemps de fonctionner selon le modèle organisationnel de la pyramide hiérarchique. Le problème est que ce modèle est un modèle qui est économiquement optimal. Pourquoi? Parce qu'il minimise le nombre de relations entre les éléments d'un ensemble. Ça, c'est un peu matheux, mais bon, ça veut juste dire que moins il y a de relations, moins ça coûte cher. Donc, la pyramide hiérarchique est celle qui minimise le nombre de relations. Le problème est que le monde devenant de plus en plus complexe, eh bien, ce modèle organisationnel extrêmement pauvre ne peut plus réagir à la complexité du monde et il faut passer à d'autres modèles. C'est quoi l'autre modèle? C'est le modèle en réseau. Donc très clairement, le mot réseau est le troisième mot-clé de la courbe verte. La courbe verte sera un monde qui fonctionnera en réseau collaboratif et presque plus en pyramidal hiérarchique. Et donc la quatrième rupture, c'est sur le modèle économique lui-même. Nous sommes encore aujourd'hui devant un modèle économique dominant qui, pour le faire simple, peut être appelé le modèle financiero-industriel, qui a eu d'énormes vertus et qui a pu construire une économie mondiale solide depuis le début du 19e siècle. Ce modèle est basé sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la notion de masse, la notion de quantité. Il faut être gros, il faut produire beaucoup, il faut vendre beaucoup, il faut donc être dans quelque chose qui est du quantitatif. Et le deuxième pilier, c'est le prix, parce que pour vendre beaucoup et pouvoir rembourser les investissements qu'on a fait, il faut ramener de l'argent, et pour ramener de l'argent, il faut vendre beaucoup, et pour vendre beaucoup, il faut pratiquer les prix les plus bas possibles. Donc nous sommes bien devant un modèle qui est d'une part la quantité, d'autre part le prix bas. La plus grande quantité possible, le prix le plus bas possible. Ça, c'est le fondement même de l'économie des entreprises aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui, surtout les plus grosses, que j'ai tendance à appeler les dinosaures, en pensant au passage du Jurassique au Crétacé, où tous les dinosaures ont disparu en très peu de temps. Ils sont en train de disparaître. Et je sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais on parle beaucoup des grosses entreprises qui sont en train de se casser la gueule et qui servent d'ailleurs plus à rien. Et on oublie complètement de penser aux entreprises que je connais bien en Vendée, qui sont des PME magnifiques et qui font un boulot formidable pour construire le monde de demain. Donc aujourd'hui, on est en train de raccommoder le mode d'hier et on oublie complètement de construire le monde de demain. Enfin bon, soit, je ferme ma parenthèse. Moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que il faut remplacer ce modèle par un autre modèle. Il est en place aujourd'hui, il est en train de s'évoluer, de remplacer la quantité par la qualité, et il faut remplacer le prix par la valeur d'utilité. Et on est bien dans un modèle complètement différent. Donc la valeur de qualité, la valeur d'utilité et la qualité. Comment fait-on pour faire ça? On fait ça en appuyant sur un bouton qui s'appelle la virtuosité. Il faut que les entreprises deviennent virtuoses. Il faut que les entreprises atteignent les meilleurs niveaux d'excellence dans leur savoir-faire stratégique. C'est ça qui va faire la grande différence. Et c'est quoi la grande différence? C'est que l'essentiel n'est plus le chiffre d'affaires, l'essentiel c'est la marge. Il faut devenir des producteurs de marge et pas des producteurs de chiffre d'affaires. Et que le classement des entreprises par chiffre d'affaires n'a aucun sens. Et alors, dernière rupture. Donc, le mot virtuosité est le quatrième mot-clé. Et dernière rupture, c'est celle sur ce qui a été évoqué, si j'ai bien compris en partie à la fin de la session précédente. C'est la notion de donner du sens, c'est la notion philosophique. C'est à quoi ça sert une entreprise, à quoi ça sert ma vie, à quoi moi je sers. Et donc, au service de quoi faut-il se mettre? Alors, pendant très très longtemps, et ma génération a été éduquée comme ça, il fallait réussir dans la vie. Il fallait absolument réussir dans la vie, c'est-à-dire réussir par rapport à l'échelle sociale, réussir dans le regard de l'autre. Ou bien, un petit peu plus tard, on a dit non, il faut pas réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. Bon, très bien. Mais réussir sa vie ou réussir dans la vie, c'est toujours réussir par rapport à quoi et contre qui. Et c'est là où se pose le problème éthique, je pense, et que le problème de demain, ce sera plus de réussir. Je crois que c'est plus ça qui intéresse pas mal de gens. Le problème de demain, ça va être de donner du sens à ce qu'on fait. Et donner du sens à ce qu'on fait, c'est donc répondre à une question terrible. C'est une question philosophique, j'entends bien, mais c'est une question importante.
tant pour l'entreprise que pour l'individu. C'est au service de quoi vais-je mettre mon existence? Est-ce que je continue, comme c'était le cas au XXe siècle, à mettre mon existence d'entreprise ou mon existence d'être humain au service de mon nombril? Moi, l'homme, l'humain. Ça s'appelle l'anthropocentrisme qu'on a déguisé d'un autre mot qui s'appelle l'humanisme. Eh bien non. Moi, je pense qu'il faut que nous nous mettions tous, entreprise et être humain, au service de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qu'on appellera la spiritualité. Voilà. Waouh! Franchement, bravo, parce que timing respecté. Et là voilà. Donc là, le décor est planté, on est bien. Hein, donc, ressources, numériques, réseau, virtuosité, qualité, sens. Ça va? C'est bon? Santé. Et santé. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Alors, on va continuer, parce que ce que je voudrais, c'est entendre nos intervenants, témoins présents sur ce plateau. Peut-être d'abord en réaction comme ça à chaud sur ce qui a pu être dit par Marc Halévy. Alors, je ne vous les ai pas présentés parce que c'est quand même important. À ma droite, Guylaine Bossis, directrice régionale du groupe Actual, spécialiste donc de l'emploi. Elle est également chargée de mission RSE au sein de ce groupe et administratrice de l'APM, l'association Progrès du Management. Voilà, bienvenue Guylaine. Bonsoir. On accueille également à ses côtés Alain, pardon ? On se connaît d'ailleurs à l'APM. Mais oui, bien sûr, c'est un tout petit monde. Alain Folder, je savais que j'allais avoir un petit moment de doute. Entrepreneur dans le domaine de la santé, initiateur du concept des saisonnales, concept d'hébergement temporaire pour les personnes âgées, et également vice-président du réseau ABAB comme Atlantic Business Angels Booster. Tout à fait. Ok, on y reviendra après. Bonsoir et bienvenue à Marie Grimpe-Précognet, consultante associée chez Impulsion, où Marie accompagne les dirigeantes et les dirigeants à la transmission d'entreprise. Elle est aussi présidente de FCE, et FCE, Marc, ça veut dire femme chef d'entreprise en Vendée, présidente vendéenne. C'est ça. Voilà, donc merci Marie d'être présente également. Une petite réaction les uns les autres sur les propos de Marc, sur ce changement de paradigme et les indicateurs précis qui vont avec. Première réaction, c'est dense, c'est complexe et ça va nous demander de l'énergie. Mais ça, c'est la première réaction que j'aurais. Moi, je suis très en phase avec ce que dit Marc et j'ai envie de dire d'assez longue date. On sent, et ça on le sentait avant le confinement, et je suis assez d'accord là-dessus, à nos échelles individuelles, à l'échelle de l'État, est un phénomène, mais à l'échelle de l'histoire, c'est un petit phénomène. Alors on va rentrer dans les frises. Ça, les enfants en sont très contents, mais ça reste un point et qui va nous permettre de réfléchir un petit peu plus à l'après. Ce que je trouve, moi, intéressant, c'est la force, et il l'a dit à la fin, parce que j'ai beaucoup évolué dans les réseaux, et non pas pour renforcer mes problématiques personnelles, j'allais dire, mais plutôt pour apporter à l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, à chacun, à notre échelle, pour donner un sens à ce qui se passe autour de nous. Quand il dit, voilà, c'est quoi notre sens, c'est quoi le sens de l'entreprise? Et c'est vraiment maintenant de se remettre dans cette position, non plus de je fais, ça fonctionne et on continue, c'est voilà, je m'ouvre aux autres un petit peu plus et à tout ce qui se passe autour de nous, et je vais donc co-construire, hein, on l'a dit dans la précédente table ronde, je pense que la co-construction est quelque chose d'hyper important. Je vais co-construire ce nouveau paradigme, parce que ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'est pas tout à fait écrit, ce paradigme. Donc ça nous donne aussi une espèce d'opportunité qui est quand même on a envie d'y aller. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien envie d'y aller parce que le champ des possibles est ouvert. Merci beaucoup. Une réaction d'Alain sur les propos de Marc. Vous connaissiez Marc, Alain? Oui, parce que je suis aussi APM. Donc, c'est vraiment un tout petit monde alors. Tout à fait. Non, tout simplement, c'est vrai que Marc a la qualité de nous remettre un peu l'ensemble de l'évolution des choses et de les expliquer. Je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est que ce croisement entre la ligne rouge et la ligne verte, on va dire quand même, est matérialisé par cette crise exceptionnelle qui nous est arrivée.
et qui permet de repositionner un certain nombre de principes. Alors je le suis parfaitement par rapport au réseau parce que les réponses qu'on va amener à au nouveau modèle vont passer essentiellement par les réseaux. Et je crois que quand je parlerai un peu d'ABAP, c'est un de mes moteurs premiers pour accompagner les jeunes entrepreneurs à se développer. On va revenir tout à l'heure effectivement sur ce lien et cet accompagnement spécifique. Guylaine, une réaction? Alors, c'est vrai que Marc, on se connaît. Donc, effectivement, moi, je partage beaucoup de ce que tu dis. Deux petits points qui me gênent, et je suis sûre que tu seras d'accord, c'est qu'effectivement, les entreprises sont là pour créer de la valeur ajoutée plus que de la marge. Parce que de la valeur ajoutée, il y a une notion aussi d'individu, d'épanouissement, plus que de réussite, comme tu l'exprimes. Et effectivement, le paradigme dans mon métier, c'est assez facile parce qu'on essaye à chaque fois d'être innovant. Le métier du travail temporaire ou travail temporaire d'insertion, c'est juste d'être un tiers employeur, de mettre en relation des entreprises qui recherchent et qui ont recherché bien avant Covid énormément de collaborateurs et des gens qui sont en situation de non-emploi, donc demandeurs d'emploi ou complètement exclus. Et effectivement, notre métier, il existe parce que la mise en relation, elle n'est pas si simple et pas si facile. Où effectivement, on a aussi des gens qui rejettent le modèle qu'il aurait proposé, à savoir le fait d'avoir un CDI. C'est-à-dire que peut-être que certains ne se sentent pas totalement d'adéquation avec ce qui existe. Et moi, j'ai hâte de voir l'après-Covid parce que souvent, l'insertion, c'était des gens qui ne cherchaient pas de travail, qui n'étaient pas courageux, qui ne voulaient pas se lever le matin. Et je pense qu'il faut changer les modèles. Alors moi, je suis ravie d'être ici pour ces 2 jours et j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'élus et qui sont attentifs à ça. Parce que pour le nouveau paradigme, en tout cas sur l'emploi et sur la formation, on aura besoin de vous. Et on aura besoin de changer un petit sujet. Je regarde Frédéric, qui s'appelle le Code du travail. Ça résonne comment, Guylaine, à titre personnel, et puis on vient de le dire un peu, mais à titre professionnel, changer de paradigme, ça se concrétise, ça se matérialise comment? Dès aujourd'hui, puisqu'on est déjà dans le déconfinement, et j'ai plus qui disait tout à l'heure, on est dans ce tunnel, on ne sait pas vraiment si on en est sorti, en tout cas la lumière n'est pas tout à fait la même qu'avant, et donc il y a une perte de repères. Donc matériellement, ça fait quoi comme changement, personnellement et professionnellement? Personnellement, effectivement, je pense que Marc l'a dit tout à l'heure, il y a des industriels et il y a des métiers qui vont évoluer, et notamment se simplifier avec la robotisation. Donc l'idée, c'est d'accompagner plus de gens à créer, à se réaliser pour créer leur propre emploi, leur propre métier. Donc ça, je pense que ça serait une première évolution. Et puis la deuxième, c'est de ne pas juger les gens sur ce qu'on appelle le diplôme RNCP, le référentiel standard classique, et vraiment travailler par compétences. Moi, mon rêve, en tout cas, c'est après tout ce que j'ai vu, donc le réseau ABAP, bien évidemment, mais aussi toutes les startups, c'est de faire travailler justement ces gens qui sont exclus avec ces startups pour essayer de créer un choc des cultures et créer de l'impulsion. Parce que quand vous êtes exclu de quelque chose, le fait de vous trouver un emploi, ne serait-ce que dans un abattoir ou sans donner de sens, on a l'impression que ça suffit. Mais ça suffit pas du tout. C'est-à-dire que les gens ont besoin de s'enrichir, se projeter, de se réaliser. Et on sort énormément de choses, que vous soyez adulte ou que vous soyez enfant d'ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà. Et moi, je crois vraiment en l'être humain. Alors, je fais ce métier-là depuis que je suis toute petite. Je pense que je ne changerai jamais parce que j'aime trop ça. Ça me permet d'aller de l'activité du BTP, de l'agroalimentaire, à plein de choses. Et ça permet aussi peut-être d'accompagner les gens sur un territoire géographique, mais aussi sur un territoire de compétences qui est complètement différent. Donc effectivement, j'ai hâte qu'on passe dans ce mode un peu vitesse accélérée, parce que mon projet, s'il n'y avait pas eu Covid, s'il n'y avait pas eu tous ces impacts, je pense que malheureusement, je n'aurais pas été là pour le voir. Merci beaucoup, Guylaine. Alain, on va revenir sur ce réseau ABAP, ce qui s'y passe et en quoi ça participe à changer les modèles actuels. Je crois que toute la problématique est basée sur les individus qui ont des idées. Et on fera un nouveau modèle parce que les hommes amèneront leurs idées et les réaliseront. Alors le réseau ABAP, il est là pour ça. En fait, les business angels,
souvent de chefs d'entreprise qui ont cédé leur entreprise, qui ont un peu de capitaux, mais qui ont aussi du temps et qui ont la volonté d'accompagner souvent des jeunes, mais on peut avoir de jeunes entrepreneurs qui sont plus âgés, et d'accompagner sur un projet. Et en fait, ce sera le cumul des projets qui feront le nouveau modèle, en fait, parce qu'ils répondront aux attentes on a vu tout à l'heure que l'important, c'est de répondre aux attentes des gens, se donner du sens par rapport à l'action. Et donc, ABAB est là pour accompagner tous ces jeunes entrepreneurs qui ont une idée. Et il n'y a rien de plus terrible que de ne pas aller au bout de son idée. Parce que quand on a une idée, il faut aller au bout. Même si on se casse la figure, il faut quand même aller au bout parce que c'est aussi se réaliser, de constater que son idée ne va pas au bout. Donc ABAB est là pour ça. Donc ce sont des entrepreneurs confirmés, on va dire souvent. Mais on a de plus en plus de jeunes qui viennent avec nous. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aborder au niveau des dossiers une approche différente. Et donc accompagner ces jeunes, ces startups, pour qu'ils réalisent leur idée et construisent le nouveau modèle. Vous auriez aimé, vous, être accompagné de cette façon-là au moment où vous vous êtes lancé? C'est l'intérêt. Je veux dire qu'un business angel amène des capitaux, mais ce sont des capitaux d'amorçage. Hein, donc, c'est jamais des grandes. Et on a une qualité première qu'un ABAB doit avoir, c'est la bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs nouveaux. Alors que les fonds d'investissement n'ont pas forcément cette bienveillance. Dimension-là. Et ça aussi, c'est un aspect important du monde de demain. La bienveillance doit être le moteur premier de la relation entre les gens. Changer de paradigme pour vous, Alain, ça va passer par quoi, à titre pro et perso, demain? Alors, c'est aller au bout de ses idées. C'est très rigolo. Ce matin, j'ai écouté la télévision. Et en fait, j'ai découvert un nouveau métier, c'était coach en maquillage. D'accord. Ouais, alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, le Covid a amené beaucoup de visioconférences. Et les gens se voyaient sur leur ordinateur, sur leur écran, et trouvaient que ces dames, c'était brillant, ainsi de suite. Et maintenant, il y a un nouveau métier qui se crée. C'est coach en maquillage, c'est-à-dire on se maquille pour la visioconférence. Ah d'accord. Donc c'est quand même assez fabuleux. Coaching. C'est quand même assez fabuleux comme voilà. En fait, c'est ça demain. C'est des choses qu'on va inventer pour répondre à des attentes et des demandes. Donc c'est plutôt réjouissant pour vous? Mais moi je suis très optimiste par rapport à ce qui nous arrive. D'abord, par rapport à la crise, ce qui est exceptionnel, c'est que à peu près 5 milliards d'humains vivent la même chose. Et on a déclaré une guerre je ne sais pas quel traité de paix on fera avec le virus, mais en fait, c'est assez fabuleux ce qui nous arrive, c'est que en fait, on a la puissance de la totalité de la planète qui lutte contre un objectif, et d'essayer. Et on a réussi à éviter des centaines de millions de morts. Et ça, c'est fabuleux. C'est une sacrée victoire. Merci beaucoup. On continue d'échanger en écoutant Marie sur ce que ce changement de paradigme évoque pour vous, professionnellement, personnellement. Est-ce que c'est source de réjouissance comme Alain, ou en tout cas d'entrain? Alors, à titre perso, moi je trouve que c'est quand même c'est difficile. Parce qu'on vit, je pense, ce moment de chaos. Enfin, moi je le vis à titre personnel. Voilà, quand on est maman de jeunes, voire très jeunes enfants, c'est compliqué. On ne sait pas si demain ils pourront aller à l'école, etc. Mais encore une fois, ça nous met, nous, à titre individuel, dans comment est-ce que je considère cette problématique-là. Et c'est pas un bien pour moi, à titre personnel, mais ça va servir l'ensemble de la communauté. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, je peste, mais j'accepte. Parce que, voilà. Et c'est ça un petit peu, pour moi, l'arrivée du nouveau paradigme, c'est de se dire, bon, je suis obligée de me mettre vraiment non plus ma petite personne, voilà comment ça se gère. C'est moi au milieu de tout le monde, comment est-ce que ça se passe. Donc ça, je trouve que c'est important. Ça nous a remis au milieu de quelque chose. Ça nous a aussi souvent remis au milieu de nos familles. Et ça, voilà, ça veut dire que le travail, on a redécouvert, en tout cas moi à titre personnel, j'ai redécouvert qu'il fallait faire à manger aux enfants. Enfin, tout ce qui est en bas de la pyramide de Maslow est revenu à vitesse grand V quand même.
faut quand même le dire. Donc voilà, ça remet 2-3 pendules aux bons horaires. Donc ça, c'est à titre personnel. Mais je le vis finalement relativement bien parce qu'on y va, quoi. Le chemin est là. Après, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on vit le chemin? C'est toujours le problème. Après, ce que je constate, moi, en tant que présidente de Femmes Chefs d'entreprise et également avec mes différents clients, c'est que ce qui me semble assez clair là aussi, c'est que le dirigeant solitaire ne peut plus exister. C'est-à-dire que peut-être qu'il a encore envie de le faire, mais il ne peut plus le faire parce que on a besoin d'être entouré et on a besoin de partager aussi ce moment compliqué et complexe. Et ça, je l'ai vu notamment chez mes clients où ils sont venus un peu à la rescousse en nous disant finalement, on a imaginé créer des équipes de direction et c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut certes de la compétence, mais on veut surtout des gens qui soient à l'aise dans le déséquilibre finalement, parce que c'est ce qu'on est en train d'initier. Donc ça, c'est ce que je dirais à titre de fondatrice d'Impulsion. Et pour les femmes chefs d'entreprise, j'aurais un petit côté militant parce que je constate, et c'est juste un constat, et il est d'autant plus facile qu'il ne me concerne pas à titre personnel, que c'est plus difficile pour les femmes. Parce qu'elles ont été à gérer, elles étaient multitâches, et notamment, nous, on a quelques mamans qui sont seules avec des enfants et qui ont en plus leurs entreprises. Là, c'était extrêmement galère, parce que tout ce qui est dans l'univers habituellement d'aide, les grands-parents, etc., tout ce qui est ce réseau qui est hyper fort aussi ici, on ne pouvait pas compter dessus, quoi. Donc ça a été plutôt assez négatif de ce côté-là. Et encore une fois, on l'a vu dans tous nos réseaux, nous ici, c'est vrai que la Vendée est une grosse terre de réseau, il faut quand même reconnaître ça au pays. Mais il y a eu une aide assez spontanée. C'est-à-dire, moi j'ai un problème, j'arrive pas à gérer ce truc-là, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer Tiens, moi je voudrais faire des masques, j'en ai pas, je trouve l'entreprise en 2 jours, attends, il y a Et ça, c'est allé très très vite finalement. Très très vite. Et les gens se sont mis automatiquement en mode collaboratif. C'est-à-dire que ce qui pouvait prendre il y a quelques temps, allez, des mois, voire des années, moi je l'ai vu chez mes clients, allez, en l'espace de 15 jours, il fallait gérer, donc on gère. Et je te rejoins là-dessus beaucoup, c'est que quelque part, on a fait un tout petit peu fi des problématiques réglementaires. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de que ça passe pas d'un point de vue légal. Non, mais Guylaine veut modérer légèrement. Oui, on n'a pas fait d'entrave au Code du travail. Ce que je veux dire, c'est que là où on allait se poser souvent une question, est-ce que ça rentre dans la réglementation? On l'a fait un petit peu plus rapidement et on a peut-être... et ça, c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réaction, il y a un accident qui arrive, on est obligé de réagir tout de suite. On n'attend pas de savoir si... et finalement, naturellement, je pense que on fait les choses dans la défense des autres aussi. Voilà, moi j'aime bien la bienveillance, j'aime bien aussi la gentillesse finalement. C'est sympa aussi, c'est vrai. Alors, on va vérifier que Marc est toujours avec nous, parce que c'est important. Marc, est-ce que ça va? Moi, je vais bien, oui. Alors, la bienveillance, la gentillesse, est-ce que ça peut nous aider dans ce nouveau paradigme? Ouais, la méchanceté aussi. La preuve, c'est qu'on en vit aussi. Beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de bêtises et de méchanceté qui se déferlent dans les rues pour l'instant. Non, je voudrais réagir à des choses qui ont été dites et j'essaie d'être très très court, Cécile. Concernant la première intervention de Guylaine concernant l'emploi, elle a mis le doigt sur quelque chose qui pour moi est fondamental. Et je j'ai pas beaucoup de temps, donc j'assène, je philosophie à coups de marteau, comme disait mon papa Nietzsche. C'est que il faut bien comprendre que nous vivons la fin du salariat. Nous vivons la fin du contrat d'emploi salarié. Et ça, c'était une merveilleuse solution dans le monde financiero-industriel. Ce n'est plus du tout dans le monde de l'économie immatérielle. Il est extrêmement clair que par exemple, le télétravail, je ne vais pas aller plus loin que ça, que le télétravail est en contradiction avec le droit du travail. Parce qu'il n'y a plus de lien de subordination, il n'y a plus d'obligation de lieu, il n'y a plus d'obligation d'horaire. Donc, on est complètement en dehors des clous. Le salariat va disparaître et en plus, c'est une volonté. Et ça, Guylaine, tu l'as dit, c'est que les jeunes générations aujourd'hui ne veulent plus d'un contrat d'emploi. Ils veulent de l'autonomie, ils veulent de la passion,
ils veulent de la multi-activité et ils veulent surtout plus un carcan qui certes a eu ses vertus, ne me faites pas cracher dans la soupe, je sais pas ça que je dis, mais c'est fini. Alors la deuxième chose que je voulais dire, petite rectification, c'est que moi je parle pas de valeur ajoutée, je parle de valeur d'utilité. La valeur ajoutée, c'est une notion purement comptable. Moi je parle de la valeur d'utilité et de la marge immatérielle face à la marge matérielle. Et la valeur d'utilité, c'est pour le client bien sûr, mais c'est pour toutes les parties prenantes, en ce compris les collaborateurs. Donc il faut que l'entreprise génère de la valeur d'utilité pour toutes les parties prenantes. L'autre chose que je voulais dire, et ça m'a fait bien rire quand Alain parlait du coaching en maquillage. J'avoue que je connaissais pas ce fabuleux métier, mais là où il a raison, c'est que derrière ça, il y a des millions, je dis bien des millions de nouveaux métiers à créer aujourd'hui. Tout ce qui sera algorithmisé et tout ce qui est algorithmisable sera algorithmisé, tout ce qui est robotisable sera robotisé. Donc il va falloir que nous déplacions la valeur d'utilité des êtres humains, et pour ça il faut inventer des tas de métiers. Dans tout ce qui n'est pas algorithmisable, dans tout ce qui n'est pas robotisable, il y en a beaucoup. Tout ce qui est relationnel, tout ce qui est créatif, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est holistique, donc les visions d'ensemble, tout ce qui concerne, pardon d'être un peu technique là-dessus, mais tout ce qui n'est pas linéaire, tout ce qui n'est pas programmatique, c'est ça les métiers des humains demain. Et il faut les inventer, mais tout est possible. Donc moi je suis pas du tout inquiet de la robotisation ou de l'algorithmisation en matière de chômage par exemple. Et enfin, dernier point qui vient d'être soulevé que j'adore, c'est que nous sommes dans un monde où les règles du jeu évoluent extrêmement lentement, ce qui est très très bien quand on est en situation stable et simple. Nous sommes plus du tout en situation stable, nous sommes plus du tout en situation simple, nous sommes dans un monde extrêmement complexe, extrêmement instable. Donc ça veut dire que la rigidité des règles fait que les décisions ne se prennent plus. Et en situation de crise, quand les décisions ne se prennent plus, on est dans le marasme. Il suffit peut-être d'aller voir simplement comment la structure administrative et bureaucratique française a réagi face à la pandémie. C'est une catastrophe, non pas du fait du gouvernement et des politiques qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais le vrai pouvoir en France, il n'est pas dans le gouvernement, il est dans l'administration, qui est une épouvantable bureaucratie, d'une lenteur et d'une rigidité épouvantable. Voilà. Voilà, hein, et puis c'est tout. Merci beaucoup, Marc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de voir si les questions peuvent être partagées et s'il y a des commentaires, Alex. Elles peuvent être partagées, elles peuvent même être posées en direct, Cécile. Alors, encore une fois, hein, on le répète, mais nous sommes en direct depuis 12h30 ici au Ludilab. C'est en Vendée, à Chambretot. Alors, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à situer Chambretot, c'est juste à côté du Puy du Fou. Ça y est, vous voyez où nous sommes. Alors, les questions, vous les posez en temps réel sur siliconvendée.com. Suite à vos propos, Marie, sur les choses faites de façon plus ou moins légale, les gendarmes vous attendent d'ailleurs à la sortie du Ludilab. Plus sérieusement, Barbara pose une question à tout le monde. Après 55 jours de confinement, avez-vous constaté une nouvelle façon de consommer au quotidien chez les Français ? Alors, les médias ont beaucoup répondu à cette question au niveau national, mais là, on va ramener ça au niveau local via la Silicon Vendée. Dans vos entreprises, dans vos univers peut-être ? Voilà, est-ce que vous avez trouvé une nouvelle façon de consommer au quotidien ? En voilà une question qui... Et donc, on se retrouve juste après une pause. Non, pas tout de suite, mais on en fera peut-être une petite, effectivement. Alain ? Enfin, je crois qu'effectivement, au niveau de la consommation de proximité s'est développée. Hein. C'est-à-dire, en fait, les circuits courts se sont sûrement développés. Donc ça, c'est un élément important pour après. Je pense qu'on peut constater ça, mais je ne suis pas un spécialiste de la consommation, donc je ne peux pas vous dire plus. Alors, effectivement, moi, comme Marie, je passe mon temps au travail. Et donc, effectivement, j'ai fait connaissance avec mes voisins, ne serait-ce que pour acheter des œufs. Je ne les connaissais pas. Et je pense aussi que la consommation, elle a changé parce que, comme tu dis, Marc, tout ce qui n'est pas utile, en tout cas chez nous, dans la famille Bossy, c'était mis de côté. On n'a pas fait, on n'a pas acheté. Et puis, je pense qu'on s'est recentré aussi sur quelque chose de sain. Quand on lutte contre un virus, même si on n'est pas malade, on fait attention à ce qu'on mange. Et on fait attention à sa santé. Moi, j'ai jamais fait autant de sport pendant le confinement, en plus des heures de
conférences, comme tout le monde. Et puis surtout faire le lien avec la proximité, regarder ce qu'il y a autour de soi, et soit sur des applications, ou tout simplement en respectant leur... parce que j'ai pas envie de finir comme Marie, l'heure de promenade autorisée. Je rassure Marie, tout le la monde, rebelle de la je table n'ai pas ronde. de casier. Justement, Guylaine, puisque vous aviez le micro, excusez-moi Marie, une question qui est tombée pour vous de la part de Pierre. Bonsoir Madame Bossis. Selon une étude publiée par Dell et Institut pour le futur, 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. Fake news ou réalité du marché? C'est pas une fake news, mais 85% c'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont se réinventer. C'est-à-dire que sur un métier, vous avez une base peut-être solide de 20 à 30% de choses qui ne vont pas changer ou qui vont évoluer. Et le reste, on va le reconstruire. En tout cas, c'est ce que l'on fait, nous, donc sur les métiers du travail temporaire, parce qu'on a bien vu, par exemple, on est sur un bassin, alors on n'est pas à Cholet, mais on est à Chambretot. On a un marché de la confection, par exemple, où on a eu une mutation des compétences sur d'autres métiers. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment 85 métiers qui n'existent pas. Il y en a beaucoup qui vont se créer. En tout cas, je vois Marc qui lève le doigt. Si ce n'est pas 85%, ça dépend si on parle du 85% sur le nombre de métiers ou en volume. Mais en volume, 85%, ça me paraît vraiment beaucoup. Alors, on va peut-être écouter Marc sur ce sujet. Marc, sur le nombre de métiers qui n'existent pas encore et qui... Oui, là, c'est clair que quand on dit 80%, 85%, c'est probablement pas en termes de quantité, de volume, c'est plutôt en termes de nature. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de métiers qui aujourd'hui ne sont pas encore connus. Maintenant, est-ce que c'est 85%, 83, 78 ou 92? J'en sais foutre rien, personne n'en sait foutre rien. Le fait est, c'est que tous les métiers étant réinventés, ils vont être réinventés. Ce que j'aimerais, c'est souligner ce que vient d'être dit par Guylaine. J'ai assisté avant la crise pandémique à un congrès de médecins. Et moi, j'ai été là pour parler de l'évolution des métiers, etc., etc. Et la conclusion qu'en a tirée le président de séance était remarquable, dans la mesure où il disait ceci, voilà, jusqu'à présent, ce qui faisait un bon médecin, c'est la puissance de son diagnostic. Demain, les diagnostics vont être beaucoup mieux faits par des systèmes experts, genre Watson, d'IBM ou ce genre de choses. Donc, le métier du médecin n'est plus de faire un bon diagnostic, le système expert le fera mieux. Mais par contre, le nouveau métier du médecin, c'est d'accompagner la guérison du malade. Et ça, je trouve ça extraordinairement fin. C'est toujours le même métier de médecin, et pour abonder dans le sens de Guylaine, mais qui sera fait de manière complètement différente. De nouveaux métiers, mais comme le disait Guylaine, une autre façon de les envisager. Oui, en y ajoutant du lien. Merci. On continue ? Bien sûr qu'on continue, avec grand plaisir. Marie, tenez, répondez à Béa. Vous parlez de sens autour de nous, mais moi, je fais quoi? Comment je mets du sens personnel, professionnel? J'ai déjà pas mal de choses à gérer seul avec mes 2 enfants. Mais ça, c'est déjà du sens. S'occuper de ses enfants. Elle est juste là. Excusez-moi, Béa. Voilà. Vous êtes là parce que c'est lui qui pose la question. Donc, oui, ça s'est déjà donné du sens. Je n'aurais pas la prétention de lui dire c'est quoi son sens. C'est sa demande, et Marc en a un petit peu parlé, effectivement, un petit peu d'introspection. C'est qu'est-ce que moi, au regard de ce que je suis, de ce qu'était ma famille, mes ancêtres, du territoire qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que je veux donner comme sens à mon existence, à ce passage dans la vie. Je trouve que ça aussi, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça questionne aussi notre rapport au temps énormément. C'est-à-dire, voilà, où est-ce que je mets mes priorités dans le temps qui m'est imparti de 24 heures par journée, et encore le doigt de Marc se lève. Mais voilà, je n'oserais pas lui dire qu'est-ce que moi je fais. Je regarde un petit peu en moi, je pense. Ce serait la première chose que je ferais. Prendre le temps de revenir dans la relation à soi. On en a parlé tout à l'heure. Oui, Marc. En fait, très vite, c'est juste pour dire que cette question est cruciale. Je pense que nous sommes en train de sortir de la modernité qui a cultivé le nihilisme, le non-sens,
Et le 20e siècle en a été la preuve absolue. Et que là maintenant, on voit de plus en plus de gens s'intéresser à donner du sens, à spiritualité, etc., etc., etc. Moi, je pense que pour aider la dame qui a posé la question, il faut simplement qu'elle a regardé, comme l'a très très bien dit, j'oublie son prénom, zut, celle qui Marie, qu'elle a très très bien dit Marie. C'est un exercice d'aller voir à l'intérieur. Et ça, je vais faire très très court, une petite incursion chez Spinoza. Spinoza disait, nous avons tous en nous une vocation, qu'il appelait le conatus. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur vocation interne. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Nietzsche disait, deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire. Eh bien, il faut trouver ce que toi seul peux faire. C'est là que se trouve la vocation. Et comment on trouve sa vocation? Eh bien, là, Spinoza a une réponse magnifique. Il dit, dès le moment où vous ressentez au plus profond de vous quelque chose qui est une joie intense, c'est que vous êtes sur le chemin de votre vocation, c'est que vous êtes sur le chemin de votre destin, c'est que vous êtes sur le chemin du sens de votre vie. Ressentez la joie, dès que vous la ressentez, sachez pourquoi, sachez ce que vous faites à ce moment-là et refaites-le. Waouh. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause, juste le temps de laisser décanter cette information, de se repoudrer avec nos coachs en maquillage. Voilà, et en regardant des tutos. Merci Alain. Et on reprend pour 20 dernières minutes d'échange et de réponses aux questions. D'autres questions. Et durant la petite pause café, eh bien, vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur siliconevendée.com. Quelques minutes de pause en images et à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Merci. J'adore cette période de l'année, quand les arbres sont en fleurs et que les feuilles commencent à éclore. C'est un poirier. Elles sont toutes petites, mais déjà le théâtre d'un phénomène extraordinaire. À l'instant où je vous parle, les cellules qui composent la feuille captent le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Au même moment, les racines puisent de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Tous ces éléments remontent dans la feuille jusqu'aux cellules qui vont utiliser la lumière du soleil pour découper ces molécules et réagencer les atomes sous forme de sucre qui vont nourrir la plante. Voilà pourquoi on parle de photosynthèse. Préparez-vous à faire un vœu. Cette nuit, si le ciel est clair, vous aurez peut-être la chance d'observer une ou plusieurs étoiles filantes. En réalité, ces objets célestes n'ont rien à voir avec les lointaines étoiles qui scintillent au firmament. Le phénomène se déroule à seulement 70 km au-dessus de nos têtes. Chaque année, dans sa course autour du Soleil, la Terre traverse des zones un peu plus poussiéreuses. Ces poussières ont été laissées par des comètes qui se déplacent dans la galaxie. Vous savez, des boules de glace et de poussière précédées ou suivies par une chevelure et une queue. Quand la Terre traverse une de ces régions, les poussières pénètrent dans l'atmosphère. Elles subissent d'importants frottements et finissent par entrer en combustion, générant ce que nous appelons une pluie d'étoiles filantes et une capsule pour déconfiner. CPIE, Sèvres et Bocage, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Le CPIE est un laboratoire d'idées, de ressources et d'actions sur l'environnement. Notre association est basée à Sèvremont, en Vendée. Elle réunit des habitants engagés pour l'avenir de leur territoire et s'appuie sur une équipe de professionnels de l'environnement et de l'éducation qui agissent au quotidien avec les collectivités, les entreprises, les écoles et tous les habitants. Nous les aidons à mieux comprendre les enjeux de transition environnementale et les accompagnons pour adapter leurs pratiques à ces enjeux. Ensemble, nous initions des projets en faveur de l'environnement et anticipons l'avenir. Vous aussi, devenez artisans du changement environnemental. Rejoignez-nous. Boucle là. Mais comment ça ? Ah oui, la boucle tu veux dire ? La boucle. C'est notre dernier projet. La boucle est un journal qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans, ainsi qu'à leurs familles.
Éco-conception, écologie industrielle, recyclage, réemploi, diffusé par les entreprises elles-mêmes à leurs salariés et collaborateurs, ce petit journal permet de sensibiliser un public large sur une question d'avenir qui nous concerne tous. Dans chaque numéro, différentes notions d'économie circulaire sont abordées de manière concrète et on suit les aventures d'une famille du territoire et d'entrepreneurs locaux qui innovent en matière d'économie circulaire. Vous aussi, vous souhaitez entrer dans la boucle ? Alors contactez-nous. La boucle. En 2014, David Hoffman rencontre Julien Blanchard et ensemble, ils vont créer et déposer des brevets permettant de fabriquer les premiers ciments décarbonés au monde. En novembre 2018, c'est l'inauguration de la première unité de production d'une capacité de 50 000 tonnes. Construite en un temps record de 18 mois, cette usine est un exemple de performance industrielle et environnementale. Basée en Vendée, cette industrie du futur est le reflet de l'industrie 4.0 avec zéro déchet, zéro rejet, zéro nuisance, pas de carrière et des énergies renouvelables. Une référence du savoir-faire Hoffman Green. Proche de la mer, de l'autoroute et des réseaux ferroviaires, les coproduits qui servent à la fabrication de nos ciments décarbonés sont acheminés en privilégiant les circuits courts et les transports alternatifs. Notre démarche contribue à la préservation des ressources. Élaborés dans nos usines 4.0, nos ciments décarbonés sont transportés chez nos partenaires et clients qui sont également acteurs du co-développement Hoffman Green. Les villes et les matériaux d'aujourd'hui sont polluants, à l'instar du ciment traditionnel qui génère pas moins de 5% des émissions de CO2 mondiales. Avec ces ciments décarbonés, Hoffman Green Cement Technologies permet de diviser jusqu'à 5 les émissions de CO2. Les villes doivent se transformer et innover dans leur manière de construire, de penser le logement, de mettre l'usager au cœur du sujet. Une ville avec moins de CO2. Hoffman Green Cement Technologies répond à cette nécessité en innovant avec ses ciments décarbonés. Les ciments Hoffman Green sont présents sur l'ensemble des structures et infrastructures des villes, que ce soit les fondations, planchers, murs, dalles, escaliers ou bordures de trottoirs. Le développement durable doit être accessible à tous. Pour répondre à la demande, Hoffman Green Cement Technologies développe ses sites de production. Une extension du site de Bournezeau est prévue en 2020, puis la création d'une nouvelle unité de production à Paris en 2022, pour ainsi continuer à se développer en France et en Europe. Bienvenue à vous pour votre première rencontre avec le Kaomer, céramique de la mer, sublimation de la coquille d'huître et de coquillage. Une invention de la SAS vendéenne Alégina. Alégina, née de la mer comme Aphrodite, est une jeune société vendéenne inspirée par la mer et les produits qu'elle offre aux hommes depuis les origines. Notre force, alliée à notre intuition, c'est d'avoir saisi la perfection naturelle d'un coquillage, étudié sa reproductibilité, imaginé et rendu possible sa transposition dans la création d'objets du quotidien et du futur. Un futur inspiré par les enjeux d'une économie humaine en profonde symbiose avec la nature. Nous sommes aussi la belle rencontre de 3 mousquetaires vendéens, un développeur intuitif, un céramiste inventif et un industriel chevronné, alliés à leur 4e mousquetaire, la coquille de l'huître et de tous les coquillages, cette sublime production de la mer et des hommes de la mer. 4 mousquetaires au service de l'économie circulaire, l'économie bleue de demain, faire autrement, tout en faisant plus beau et plus durable pour notre planète, pour nos enfants. De notre passion et de notre recherche, avec l'aide de tous ceux qui ont bien voulu croire en nous, est né le Kaomer, la réussite d'une alchimie complexe, à la fois très technique et naturelle, pour offrir une seconde vie aux coquillages. Des coquillages offrant leur enveloppe bioconstruite par milliers de tonnes, des coquillages sublimés par leur seconde vie. La ressource existe, à portée de main, renouvelable, pas d'extraction de terre, pas d'exploitation minière. Le Kaomer, c'est la promesse d'un matériau innovant, à hauteur des porcelaines les plus fines, des terres les plus belles, des céramiques les plus inventives et variées. Un matériau fort des qualités esthétiques, mécaniques et écologiques, intrinsèquement lié à ses origines vivantes, marines et naturelles. Avec le Kaomer, Alégina prouve que la véritable perle de l'huître, c'est sa coquille.
Savez-vous que 110 000 jouets sont jetés par jour, soit 40 millions par an? Savez-vous qu'en France, un enfant sur 5 n'a pas accès aux jouets? Savez-vous qu'un jouet est abandonné au bout de quelques mois? Nous ne pouvions rester insensibles à cette situation, alors nous avons créé Rejouer ensemble. Nos objectifs: favoriser une démarche d'économie sociale et solidaire, ESS, ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Recycler, redistribuer à coût modéré et renforcer les liens sociaux. Nous collectons auprès des particuliers, entreprises, associations et collectivités. Nous reconstituons, nettoyons, désinfectons. Nous répondons ainsi aux exigences du monde de la petite enfance. Nous organisons également près de chez vous des rencontres ludiques. Toutes les générations s'y retrouvent pour jouer, s'amuser et partager des moments conviviaux. Avec le concours du monde de l'handicap et des entreprises d'insertion, Jouer et Jeux vont retrouver une nouvelle vie et feront le bonheur d'autres enfants. Rappelez-vous qu'un jouet donné fait 5 heureux. Un enfant qui donne, une personne qui rénove, un enfant qui reçoit, un territoire solidaire et un geste pour la planète. Vous voulez faire partie de cette belle aventure? Rejoignez-nous. Encore quelques minutes ensemble, ici au Ludilab, sur cette table ronde consacrée à l'après 2020, vers un nouveau paradigme. Oui, nous y sommes. Le paradigme a changé. Marc nous l'a confirmé, expliqué, démontré. Marc est-il toujours avec nous? Il va falloir remettre l'écran, sinon il commence à fatiguer. Marc, par contre, est toujours en pleine forme. Tout va bien? Tout va bien et toi? Bah ouais, super. Nous aussi, tout va très très bien. On se réjouit de poursuivre les échanges avec les réponses aux questions, Alex, qui sont, je sais, très nombreuses. Oui, et alors c'est surtout que la prochaine question est pour vous, Marc. Écoutez bien, de la part de Léo. Alors, écoutez, virus, dérèglement climatique, pollution, révolution, guerre des marchés et technologique. Qu'avez-vous prédit pour les nouvelles décennies, pour la nouvelle décennie? Dois-je continuer à vider le rayon de pâtes de mon supermarché? En tout cas, il nous a déjà annoncé plusieurs pandémies, donc déjà c'est voilà, sympa. Donc puisque vous connaissez un peu l'avenir et que vous arrivez à le lire dans le mar de café et les boules de cristal, pour la prochaine décennie, Marc, nous vous écoutons religieusement. Ouais, je connais pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, j'essaie de faire mon boulot de scientifique. Et un boulot de scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir dans les expériences du passé ce qu'il peut en tirer pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on a simplement été voir les autres grandes bifurcations paradigmatiques dans le passé, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et donc en gros, on va la faire court, parce que sinon Cécile va encore me faire les grands yeux. Quand on est en situation chaotique, ce qui est le cas, ça démontre une chose d'abord, c'est que les systèmes de régulation du passé ne sont plus opérants. Donc ils fonctionnent plus. On est vraiment dans un monde chaotique et on voit bien que, en gros, tous les systèmes de régulation, qu'ils soient politiques, économiques, boursiers ou autres, sont tous en train de devenir complètement à côté de la plaque dans une incroyable stratégie de déni de réalité. Non, vous allez voir, tout va bientôt se remettre en place. Vous allez voir, tout va revenir comme avant. Vous allez voir, la croissance c'est pour bientôt, etc., etc. Ça c'est vraiment le déni de réalité. Alors de deux choses l'une. Ou bien on considère qu'ils ont raison et que nous allons continuer comme avant, c'est-à-dire aller de plus en plus vite dans un mur ou vers un précipice. Et ça, c'est ce que. Alors, on donne raison aux collapsologues. Les collapsologues disent, oui, c'est l'effondrement de l'humanité. Et il y a plusieurs scénarios, dont le pire, c'est plus un seul humain vivant dans 70 ans, et qui est un scénario tout à fait sérieux. Moi, j'y crois pas beaucoup parce que la nature ne prend jamais des scénarios extrêmes. Enfin, c'est un scénario possible. Ou bien, on prend l'option de construire, je dis bien de construire,
de construire le nouveau paradigme qui a été la modernité par rapport à l'infidélité, qui a été comment dirais-je, qui a été la réponse du christianisme à la fin de l'Empire romain. Donc il y a là un nouveau paradigme à créer. C'est maintenant et c'est nous. Maintenant, quel sera ce paradigme? Je vous ai donné tout à l'heure 5 mots magiques, 5 mots clés qui en gros donnent les conditions nécessaires mais non suffisantes pour qu'ils se mettent en place. Alors qu'est-ce qui va se passer? Très clairement, on est toujours dans la zone chaotique, et on est toujours dans la zone chaotique pendant encore au moins une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc on est loin d'être au bout. Il y aura des crises économiques, il va y avoir une crise économique, il va y avoir tout va bien parce qu'on est super jeunes. Comment? Pardon Marc. Je disais tout va bien parce qu'on est super jeunes, 10-15 ans, ça va. Oui, non, tout va bien. Mais je crois que tout va bien. Tout va bien à une condition. Et je vais en donner 2 même des conditions. C'est que tous les gens qui ont changé leur manière de vivre pendant la période de confinement, surtout qu'ils se rappellent qu'ils ont changé de vie, qu'ils continuent. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est évident que beaucoup de gens ont changé leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de vie, avec plus de proximité, avec plus de frugalité, etc. Tout ça, c'est extrêmement vrai et extrêmement positif. Pourvu que ça dure. Ça veut dire que ce que je crains le plus, c'est que dès que les choses vont se normaliser un peu, on retourne fier comme Artaban aux anciennes mauvaises habitudes. Donc que tous ceux qui nous écoutent, qui ont pris un certain nombre de décisions sur leur manière de vivre, surtout qu'ils s'y tiennent et qu'ils ne reviennent pas en arrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je suis très imprégné de cette idée que ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais il faut que chacun change son monde. Et que le nouveau paradigme va se créer par coalescence de ces petits mondes individuels qui peu à peu vont changer et où il va y avoir une espèce de progression virale. Et ce mot est peut-être pas très bien choisi dans la période qui nous occupe, une progression virale de quelque chose qui est en train de se faire, mais pas de manière spectaculaire. Vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinairement grave, c'est que nous sommes maintenant des esclaves des médias et que ces médias appliquent systématiquement un adage africain que j'adore, qui dit ceci: un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On ne nous parle que des arbres qui tombent et on ne parle jamais de la forêt qui pousse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les arbres. Air France, je m'en fous. Renault, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la forêt qui pousse. C'est-à-dire que toutes ces entreprises en Vendée ou ailleurs qui sont en train d'inventer des métiers, d'inventer des marchés, d'inventer d'autres manières de travailler, c'est ça la forêt qui pousse. Et ça, on n'en parle pas. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut surtout continuer à changer chacun notre monde. Et nous revenons là, et j'en termine, nous revenons là à une philosophie fondamentale de la responsabilité personnelle. Est-ce que oui ou non, j'assume la responsabilité d'être humain qui est en moi? Est-ce que oui ou non, je fais ce que je dois faire ici et maintenant pour donner à nos enfants et nos petits-enfants un monde viable et vivable? Waouh, merci Marc. Changer son monde. Alors peut-être une dernière question et après je pense que c'est avec ça qu'on va terminer le dernier tour d'horizon. Comme vous voulez, Cécile. En tout cas, Léo a bien fait de vous poser cette question, Marc. Alice 88 pour Alain. Cher monsieur, je découvre vos fonctions, vos responsabilités en vous regardant sur mon écran. Je suis aussi de La Roche. Voici ma question. Comment voyez-vous l'avenir du secteur hospitalier suite à ce confinement ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande conférence nationale qui s'appelle le Ségur de la santé, qui essaie de repositionner un petit peu les bases de notre système. Notre système était basé sur un fonctionnement descendant, très, très fortement hiérarchique. On s'aperçoit par la crise que les collectivités locales doivent être absolument intégrées à la problématique territoriale. Donc la notion de territoire, la notion d'intégration des collectivités locales et des acteurs de santé est importante. Et actuellement, on travaille beaucoup là-dessus pour essayer d'avoir un mot que j'aime pas qui s'appelle la démocratie sanitaire, parce qu'on a beaucoup utilisé ce mot-là, mais c'est pas le bon mot, mais avoir une réalité de territoire et une réponse territoriale aux réels besoins de la santé. Donc voilà ce que je peux répondre, avec un espoir disons, pas 10 ans comme disait Marc, mais 3-4 ans,
une nouvelle organisation du schéma de la santé. Et ça, c'est un élément bénéfique de la crise que nous venons de vivre. Parce qu'il y a aussi des événements bénéfiques, évidemment, à cette crise. Dans le chaos, plein de belles choses. Marc nous l'a confirmé. Si je puis me permettre, la crise aussi a amené une co-responsabilité et on voit bien que toute la mécanique de protection des individus est un élément très formateur pour les relations entre les hommes et les femmes de notre monde. Et ça, c'est, je crois, l'élément le plus important. C'est-à-dire que demain, la santé dépendra de tout le monde. Merci beaucoup. Oui, et si jamais, Alex, ça te brûle... pardon, ça vous brûle les lèvres d'avoir une dernière question. On s'enflamme. Sur cette table ronde. Et sinon, je vous propose d'aborder... Alors, elle est très intéressante aussi, parce qu'elles sont toutes intéressantes, vos questions. Laurent demande à Guylaine, j'aimerais connaître votre avis, chère madame. 39% des employés en télétravail durant le confinement veulent reproduire l'expérience plusieurs jours par semaine. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le télétravail, c'est un vaste sujet et dans le changement du paradigme, on a mis longtemps le pied d'honneur sur le télétravail, c'est-à-dire que si vous pouvez télétravailler, restez chez vous, c'était les messages qui étaient passés. Il faut savoir que le télétravail, il n'est pas applicable pour tout le monde. Donc déjà, il y a un phénomène d'injustice entre les gens qui sont en production, qui ne peuvent pas télétravailler et ceux qui le font. Donc reproduire les schémas, oui, à condition que la valeur utile, je fais attention à ce que je dis maintenant et pas valeur ajoutée, soit reproduite. Et donc, moi, je suis assez favorable à ça en fonction de ce que ça va apporter pour les individus, pour les collectifs, et puis pour les gens dans la même structure qui ne pourront pas télétravailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur apporte, pas en échange, parce que j'aime pas ce mot-là non plus, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? C'est-à-dire qu'il faut moderniser pour tous, quoi. Ce serait ça ma solution. Alors, pour les gens qui sont en production, j'ai pas beaucoup d'idées, mais je vais y réfléchir. Merci en tout cas, Guylaine, pour votre réponse qui s'adresse directement à Laurent, aux internautes et aux téléspectateurs qui nous suivent depuis tout à l'heure. Voilà pour les questions, grosso modo. Merci beaucoup, Alex. Je vous propose qu'on prenne le temps de faire un dernier tour de table avec, pour chacun, ça peut être un mot, ça peut être un message. Pour vous, le nouveau paradigme, avec quoi vous avez envie qu'on termine ce moment d'échange. Ça peut être un vœu, un souhait, ou ce que vous voyez au bout du tunnel, là, dans cette nouvelle luminosité, Marie. Moi, je suis quelqu'un de naturellement optimiste, alors pas un optimiste quand même assez pas innocent, hein. Donc j'ai assez confiance. La question que je me pose et qu'on n'a pas non plus évoquée de très près ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer les plus jeunes, mais quand j'entends les plus jeunes, je pense à mon fils de 5 ans, dans ce nouveau paradigme, si l'éducation n'évolue pas, elle aussi. Donc ça, c'est... voilà, je suis optimiste, on va y aller, et on va y aller le cœur vaillant. Il va falloir avoir un certain nombre de garde-fous, en tout cas parce que voilà, je fais fi de quelques lois, mais je suis avec les garde-fous pour pouvoir y aller tous ensemble. Voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Merci Marie. Alain, s'il y avait une idée à retenir, quelque chose avec lequel vous aimeriez qu'on reparte? On a vu pendant cette heure et demie que on avait tout à inventer. Et je m'adresse effectivement aux jeunes. Il n'y a pas de mauvaise idée. S'ils ont une idée qu'ils ont envie de mener à bien, il faut surtout l'exprimer. Et on trouvera toujours un moyen de les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ce nouveau modèle. Donc, oser. Guylaine. Moi, ma synthèse, effectivement, quand on parle du corona et de proximité, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus se replier. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rester sur un territoire et se replier sans pouvoir explorer d'autres choses. Donc, effectivement, il faut tenir les leçons de ce qu'on a vécu. Donc, vivre peut-être avec l'économie circulaire, avec des circuits plus courts, mais sans éviter de s'atrophier, en tout cas, du cœur et de l'esprit. Très joli. Et c'est très joli comme formule. Oui. Bravo, Guylaine. Je suis sûre certaine que ça a beaucoup plu à Marc. Marc, et j'ai envie de pour poser... toi, Marc. Elle était spécialement pour Marc. Un dernier mot pour terminer avec un mot, un message, une envie, une note
positive ou pas, sur ce qui nous attend, la météo de la suite. Je vais rebondir sur la notion de l'éducation. Je pense que c'est là que tout commence, et je crois qu'il faut oublier Françoise Dolto et tout le psychologisme et pédagogisme qui va autour, et il faut retourner à la chose suivante, c'est que la vie, ça se construit, et la construction, c'est un problème d'effort, c'est un problème de volonté, c'est un problème de passion, c'est un problème de vocation, mais c'est aussi un problème de discipline de vie. La vie, vivre sa vie, et non pas simplement exister, mais vivre sa vie, c'est un processus initiatique, et qu'il faut apprendre à nos enfants, et en ce qui me concerne plutôt à mes 6 petits-enfants, il faut leur apprendre le goût de l'autonomie, le goût de construire. Ça veut dire le goût non pas de l'indépendance, mais de l'autonomie. C'est pas la même chose. L'autonomie implique l'interdépendance, et je rebondis sur ce que Alain disait à propos du système médical. Je crois que la pandémie a démontré une chose définitivement, c'est que le jacobinisme français doit être détruit. Il faut arrêter de croire qu'il faut que tout soit centralisé. La centralisation, c'est-à-dire l'organisation pyramidale et hiérarchique, est complètement dépassée, et il faut que nous rentrions dans une France, mais surtout une Europe qui n'est plus une Europe des États, mais une Europe des régions. Et il faut clairement que chaque région ait autorité en matière de ce qui touche le social et le sociétal plutôt, et l'économique. Donc moi je crois que là il y a un énorme travail à faire, spécialement en France qui, vous le savez, est le grand champion du monde du centralisme. Il faut absolument sortir de là le plus vite possible et favoriser au contraire l'autonomie des régions, des gens, et surtout de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup Marc. Je vous propose qu'on termine sur cette question de l'autonomie. Merci beaucoup à tous les trois pour la qualité de votre présence et les témoignages. Merci à Marc pour son esprit de synthèse, parce que je sais que c'était pas forcément évident de pouvoir réunir toute cette pensée riche et qui fait l'objet de beaucoup de conférences en un temps si court. Donc bravo Marc. C'est pas terminé, l'exploratorium continue. Et oui, parce que maintenant on va parler artistique. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vous emmener au cœur d'une expérience, assez nouvelle et surprenante, une pièce de théâtre entièrement virtuelle mais en live. On va vous laisser découvrir tout ça et vous le présenter dans quelques instants. Ça commence à 19h, ça s'appelle Anthropos, la nature face à elle-même. On vous en dit plus dans quelques minutes. Merci chaleureusement à toutes et à tous, et à tout à l'heure. Merci.